Au niveau de la création de filiales, la plupart du temps, c'est une obligation de l'autorité organisatrice qui impose dans l'appel d'offres la création de filiales. Et donc la SNCF, il faut aussi le rappeler, en profite également parce qu'en créant des filiales, tout le personnel qui sera transféré demain dans ces filiales ne seront plus à l'intérieur du groupe public ferroviaire comme on le connaît aujourd'hui, et ça se traduira notamment en termes de défense des salariés par une différence notable au niveau de la couverture et au niveau des négociations. À savoir que demain, ceux qui seront transférés dans les filiales SNCF et a fortiori dans les entreprises ferroviaires privées ne voteront plus au sein des élections professionnelles que vous connaissez, à savoir les dernières ont lieu en novembre 2022, et donc ça va affaiblir le corps social en morcelant donc l'ensemble de la SNCF au travers des filiales. Donc les filiales, c'est un grand danger demain pour la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous négocions quand même au niveau de la branche pour l'ensemble des entreprises ferroviaires, mais il faut savoir que les accords que nous négocions au niveau de la branche sont souvent à minima et doivent être rediscutés ensuite au niveau de chaque entreprise. Or, il est plus facile d'être fort face à une entreprise quand on est 145 000 que quand demain dans les filiales il y aura à peu près 700 à 1500 agents, voire peut-être un peu plus, car nous avons l'impression que les régions qui sont en attente d'ouverture à la concurrence vont certainement ouvrir à la concurrence sur des lots beaucoup plus importants qui seraient de l'ordre de plus de 1000 agents. Toujours est-il sur ces volumes de salariés, il sera plus compliqué de faire entendre la voix et la défense des salariés par rapport aux différentes entreprises qui sont créées et à leurs directions respectives. Donc pour défendre l'emploi, c'est surtout et avant tout, il y a deux conditions, c'est une volonté politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'investissement dans le réseau. Aujourd'hui, notre réseau a plus de 30 ans de moyenne d'âge, on est au double de celui de l'Allemagne, pour citer un exemple, parce qu'on cite souvent l'Allemagne quand ça nous arrange, et souvent on l'oublie quand les Allemands font mieux que les Français. Autant sur l'énergie, c'est surtout pas un exemple à prendre l'Allemagne, mais en termes de ferroviaire, l'investissement fait au quotidien de l'État allemand dans son réseau est plus du triple de ce qui est fait en France. Donc il faut absolument, pour le développement du ferroviaire, pour que les gens reviennent vers le train et pour que ces trains soient fiables en termes de fiabilité d'horaire, il faut que le réseau soit profondément régénéré, qu'on investisse dans des technologies nouvelles afin d'augmenter le cadencement et ainsi offrir à l'ensemble des concitoyens une offre pléthorique. Et ça a été démontré d'ailleurs dans l'ensemble des pays européens, plus l'offre est abondante et plus les gens reviennent vers le train. Donc il n'y a pas 50 solutions, il faut un investissement massif, il faut qu'on ait une réponse claire du gouvernement sur les fameux 100 milliards qui permettront justement d'investir, car au niveau du réseau, on ne peut pas non plus faire des travaux tant et plus. Ça se programme sur plusieurs décennies, sur des travaux aussi importants. Mais pour ce faire, il faut un éclairage financier et il faut une réponse rapide de notre gouvernement, pour avoir un investissement conséquent et développer un site ferroviaire en France. Je crois que beaucoup de choses ont été dites et qui reprennent en fait l'ensemble. Le constat, je pense que tout le monde le partage. Il faut investir durablement et très rapidement dans le réseau pour rattraper le retard qui, pendant à peu près 4 décennies, ont été orientés quasiment tout TGV. Et le retard que nous avons pris dans le réseau structurant, mais également dans le réseau dit de petites lignes, qui concerne chaque région, n'est pas exactement sur le même piédestal. Ça concerne essentiellement l'Atlantique, l'Occitanie notamment, où il y a beaucoup de petites lignes qui n'ont pas vu un investissement depuis au moins 40 ans. Donc ce sont ces petites lignes-là qu'il faut également remettre à niveau. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces investissements-là qui sont très lourds nécessitent aussi des préparations en amont très importantes. Et c'est pour cette raison que le fléchage des 100 milliards est très urgent pour connaître tous les ans de quel montant
on disposera pour le ferroviaire afin de le développer. Donc la première chose et la première urgence, c'est le réseau. Ça, c'est un constat qui est partagé. L'UNSA ferroviaire n'invente rien, elle ne fait que confirmer ce que l'ensemble des acteurs et les professionnels du rail disent. Au niveau du fret, alors le fret, c'est compliqué pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les cheminotes et les cheminots du fret pour l'histoire donc de la plainte et de l'enquête menée par la Commission européenne. Le gouvernement a apporté une réponse qui nous ne satisfait pas du tout, parce que la discontinuité économique pour l'UNSA ferroviaire, elle a été faite déjà au 1er janvier 2010, quand il y a eu la création de la SAS Fret, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait connu auparavant et qui dépendait de l'EPIC Mobilité. Donc la discontinuité a déjà été faite, il n'y a pas de raison d'en faire une deuxième, étant donné qu'on a remis les compteurs à zéro pour le fret, et le fret doit continuer dans les années à venir dans le même schéma. Car ce que prévoit le gouvernement en la personne de son ministre des Transports, qui devait être là au niveau du débat, et qui n'est pas là. Et il aurait été bien de dialoguer avec lui et de connaître ses motifs et ses raisons, parce que dans le plan que le gouvernement propose, on va devoir abandonner les trains complets, ceux qui rapportent le plus. Non seulement on devra les abandonner, mais pendant 10 ans, on ne pourra pas répondre aux appels d'offres. Pendant 10 ans, ces trains les plus juteux iront à la concurrence, et en attendant, comme le changement devrait être très rapide, on va certainement obliger la SNCF à vendre ou à louer ses locomotives aux entreprises ferroviaires privées, c'est-à-dire à nos concurrents, et on va détacher le personnel également. On devra certainement détacher des conducteurs du fret dans ces entreprises. Jamais, au grand jamais, dans les concurrences qui se font dans d'autres secteurs, que ce soit l'aérien ou n'importe quel autre service, on oblige une entreprise dominante à devoir fournir et son personnel et son matériel. C'est un véritable scandale. Donc pour le fret, il faut un statu quo, comme la SAS Fret est là également, et c'est seulement à partir de là qu'on pourra développer le fret, à condition bien entendu que le réseau réponde aux attentes des transporteurs. Donc pour le fret, l'UNSA est vent debout par rapport à cette réforme, et elle sera dans la rue quand il faudra pour défendre l'ensemble des cheminotes et des cheminots qui concourent aujourd'hui au fret. Pour le voyageur, là c'est différent, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fonction des différentes activités, que ce soit pour le TGV, le TER et le Transilien et l'Intercité. Là les combats sont différents parce que les décideurs ne sont pas les mêmes. Mais l'UNSA ferroviaire, c'est très bien, et on vous l'a dit tout à l'heure, la solution, il n'y en a pas 50. Pour faire venir les gens dans les trains, il faut améliorer l'offre, améliorer la ponctualité et également proposer des petits prix pour que celles et ceux qui n'ont pas les moyens, et surtout aujourd'hui avec la crise économique et l'inflation galopante, il faut des prix pour que tous les citoyens demain puissent prendre le train et laissent la voiture au garage. Alors moi je ne suis pas le chantre de la concurrence et le défenseur à tout prix de la concurrence. Moi je suis là pour vous expliquer comment ça se passe. Et je ne suis pas un politique, je suis le patron d'une entreprise publique. Donc moi je ne fais pas les lois, je ne fais pas les lois européennes, je ne fais pas les lois françaises. Ça c'est les élus, c'est les parlements, c'est tout le débat politique. La CGT intervient dans le débat politique, elle a raison. Je pense que Jean-Luc Gibert va dire aussi ce qu'il pense et on ne sera pas surpris. Donc moi, mon travail, ça consiste à adapter l'entreprise pour s'en sortir le mieux possible dans cet environnement de concurrence. Cet environnement de concurrence, il vient de loin. Alors l'année dernière, il passait, j'allais dire, le ferroviaire français, effectivement, ça fait un moment que l'Europe a ouvert la concurrence. Il est passé déjà dans d'autres secteurs publics en France. Il est passé dans l'énergie, il est passé dans les télécoms, par exemple. Là, il est passé à la poste, il est passé pas mal, et on est les derniers. Forcément, il y a un peu de visibilité sur ce passage, et ça pose des tas de questions. Moi, je suis assez d'accord pour dire que le fret, c'est le contre-exemple. Moi, je le dirais avec mes mots à moi, donc je ne le dirais pas exactement avec les mêmes mots que Thierry Nier, mais faire le constat que ça ne s'est pas bien passé dans le fret, oui, il faut le faire, ce constat. Et pourquoi? C'est que c'est la démonstration, en tout cas, que la concurrence seule, c'est pas ça qui crée le développement. Si on fait qu'introduire la concurrence là où elle n'était pas, ben là, on a la démonstration que ça ne marche pas.
Donc c'est très très important si on ne va pas refaire cette erreur. Quand je dis on, c'est y compris les gouvernants qui sont en responsabilité là-dessus, c'est qu'au moment où la concurrence arrive dans le voyageur, ça c'est sûr, le fret elle est déjà là, on est au même moment des actes forts de développement du ferroviaire. Alors si on a la combinaison de l'aiguillon de la concurrence avec les conditions de développement du ferroviaire, alors peut-être que dans 10 ans, si on fait une table ronde, on pourra au moins voir que le ferroviaire voyageur il s'est développé. Deuxièmement, et je crois que là-dessus, et Jean-Luc Gillet y reviendra, on n'est pas les seuls acteurs de la concurrence. Dans les transports de la vie quotidienne, les patrons, c'est les régions. Et il y a des régions qui ont fait le choix de la concurrence, voilà, et qui ont voulu démarrer. On a parlé de la région Sud-PACA, et il y en a d'autres, je pense que Jean-Luc y reviendra, donc je fais court, qui n'ont pas fait le choix de la concurrence. Voilà. Et la SNCF, elle s'adapte à chaque fois. C'est pas elle qui va inciter une région à faire de la concurrence ou inciter une région à ne pas la faire. On s'adapte. Alors bien sûr, les choix faits par des régions comme Occitanie ou Bretagne, ils nous vont mieux. Alors attention, et je pense que Jean-Luc le dira, ils nous choisissent, mais il y a une exigence. C'est pas parce qu'on est choisi qu'on ne doit pas se remettre en question, qu'on ne doit pas, y compris le mot productivité n'est pas un vilain mot, parce que c'est de l'argent public qui est derrière. Donc une région, même comme Occitanie, elle nous demande d'ajuster nos coûts et d'être capable de produire le service public à un coût plus modéré pour la collectivité. Donc il ne faut pas opposer concurrence et performance, ou non-concurrence et non-performance. Pour revenir à votre question du fret, on est en plein dans l'idéologie européenne, on est en plein dedans, qui explique tout ce qu'on s'est dit sur la concurrence, parce que ça vient de là. La concurrence est arrivée dans les services publics, parce qu'au niveau du traité de Rome, parce qu'au niveau de l'Union européenne, on a décidé qu'il fallait y aller. Et le gouvernement transpose en loi française les impulsions données par la Commission. Au niveau du fret, il y a eu... c'est quoi l'histoire? On la rappelle vite fait pour que nos auditeurs comprennent. La concurrence est arrivée dans le fret en 2007, donc ça fait un moment, ça fait 16 ans. Les concurrents qui sont arrivés ont commencé à se plaindre en disant « c'est pas normal, Fret SNCF perd de l'argent, ça c'est vrai, et c'est pas normal que la direction générale de la SNCF compense ses pertes. Ça constitue une aide illégale selon eux. » Voilà, c'est ça qu'on traîne depuis des années et des années et des années. Il y a eu des plaintes, il n'y en a plus. Pendant longtemps, moi je suis arrivé fin 19, donc je suis là de la dernière partie de l'histoire. On a tout fait, et notamment le gouvernement français. Le ministre Djebari d'ailleurs a été auditionné. Il a bien expliqué que le gouvernement français, au moins dans un premier temps, a tout fait pour éviter l'ouverture de la procédure, qui est ce mécanisme administratif par lesquels les choses sont remises en question. Bon, maintenant, à un moment donné, il y a eu un changement d'analyse et on est arrivé à cette discontinuité. À partir de là, moi, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, la discontinuité, ça veut dire qu'on va baisser l'activité. C'est dur une discontinuité, c'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai donné la garantie que chaque cheminot du fret concerné retrouverait un travail au sein de la SNCF. On en discute d'ailleurs avec les régions parce que c'est beaucoup les TER qui vont recevoir les cheminots qui n'auront plus de travail pour le fret. Donc là, c'est en marche. On est en train de le faire et les discussions sont déjà engagées. Ensuite, bien évidemment, on n'a plus que renforcer les lignes rouges, a priori données par le gouvernement français. C'est pas de report modal vers le camion. La transition écologique est là. Et que bien sûr, les sociétés qui résulteraient de cette opération soient viables. Ce qui renvoie aux aides de l'État, ça quand même, il faut le souligner. En tout cas, moi, je le souligne. Ça a commencé avec le plan de relance. L'État français, enfin, j'allais dire, a compris qu'il fallait aider structurellement l'exploitation du wagon isolé dans les triages. Et on a obtenu des aides, 200 millions d'euros d'aide pour le secteur, durablement. Et on avait aussi besoin d'investissements, et ça revient à ce qu'a dit M. Matisse en général. Il faut absolument qu'il y ait des investissements sur le réseau ferroviaire français. À Miramas, ça a été fait. Il faut le faire dans les 3 autres grands triages, peut-être dans d'autres, et remettre de l'argent dans les voies ferrées pour qu'on puisse faire plus de sillons de qualité pour les trains de fret. Voilà, donc moi, c'est un peu ma ligne générale. Devant les difficultés, je les prends les difficultés parce qu'elles sont sur la table, mais j'essaie de rebondir et de traiter au mieux pour les SNCF. Enfin, il y a le volet social. Thierry Nier l'a dit dans son intervention, à chaque fois il y a du social, à chaque fois il y a des cheminots, à chaque fois il y a des cas individuels, il faut les entendre, il faut les traiter. Voilà, on en discute avec les syndicats, vous savez que moi je suis au moins un homme de dialogue, alors peut-être que parfois le dialogue aboutit, parfois il aboutit moins, mais au moins il n'y a pas de mauvais sujets, tous les sujets sont sur la table, et les enjeux sociaux qui sont liés à cette transformation, je prends l'engagement devant les syndicats et devant vous, de les traiter avec les organisations syndicales.